Je suis Marie-Angélique Savané, membre fondateur de Andedieuf, MRDN, Andedieuf PADS, et membre aussi fondateur de cette mouvance depuis 1969, quand nous étions dans la clandestinité. Donc, au même titre que mon mari Andedieuf Savané et tous les autres, je faisais partie du petit noyau qui a lancé cette mouvance dans le dernier trimestre de 1969. Nous revenions de France en tant qu'étudiants et nous avions fait mai 68 à Paris et nous étions rentrés pour faire la révolution au Sénégal. Et c'est comme ça que l'idée de créer une tendance de jeunes militants qui pensaient que le Sénégal était un pays néocolonial, qu'il fallait le transformer radicalement en redistribuant des richesses, mais surtout en faisant de l'égalité un principe de base. Parce que nous étions sous une mouvance communiste qui avait comme objectif que tous avaient droit aux ressources du pays, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources naturelles. Voilà un peu l'origine de ce mouvement. Au départ. Non, à l'époque, on ne parlait pas d'élection. À l'époque, il y avait un parti unique. Il n'y avait pas d'autres partis. Et notre lutte, justement, c'était de lutter pour les libertés démocratiques. Nous avons été un des premiers partis qui a été pratiquement rayé de la lutte parce qu'on publiait un journal qui s'appelait Kharibi la lutte clandestin. À l'époque, ce n'est pas des journaux comme vous voyez, c'était des journaux renéotypés qu'on distribuait clandestinement sur toute l'étendue du territoire. C'est pour ça, tout à l'heure, dans le discours de Landing Savané, il disait la discipline que cela exigeait, le sens de l'organisation. On devait dire, par exemple, dans 4 jours, le journal doit sortir à minuit sur toute l'étendue du territoire. À l'époque, certains d'entre nous, on était suivis par la police. Par exemple, nous, on habitait aux allées du Centenaire, puis à Gibraltar. Il y avait un policier devant chez nous tous les jours. Quand on sortait, quand on rentrait, il savait, etc. Donc, il voulait savoir qui pouvait publier dans ce pays qui était quand même assez contrôlé, un journal qui paraissait régulièrement et personne ne savait d'où il venait. Parce que quand on disait dans 4 jours, les camarades, chacun d'entre nous avait un sac. Certains allaient vers le sud, ils allaient à Kaolack, à Thiès, à Saint-Louis, à Tambacounda, à Bakel, à Matam, etc. L'ensemble du pays, des grandes villes du monde étaient couvertes. Et le lendemain, on trouvait dans les bureaux, on trouvait dans les marchés, on trouvait dans les maisons de certains le journal où on se disait pourquoi. Et donc la police a lancé, parce que Senghor était furieux, ils ont lancé un vaste mouvement pour nous tracer. Mais il n'avait pas de preuves. Parce que nous, on avait créé les conditions en ayant des abris. Dans les maisons, on avait construit des sous-sols. Parce que vous savez, vous qui avez fait du journalisme, on vous a appris ce que c'était une renéo. Ça faisait énormément de bruit. Et c'est au fond le hasard qui a fait qu'on a pu nous arrêter. Parce que des camarades ont étaient en train d'aller distribuer une fois le journal. Le taxi, cette place qu'ils ont pris, a fait un accident. Donc les bagages qui étaient en haut se sont échappés et le sac qui contenait le journal a éclaté. Il y avait un gendarme qui a dit « Kharibi, à qui ça appartient ?» Les gens ont désigné, ne sachant pas ce que c'était, un de nos camarades qui n'a pas eu le temps de fuir, mais le deuxième qui était avec lui, il a pu fuir. Il s'est retrouvé en Guinée-Bissau. À l'époque, il y avait les luttes du PAIGC et il a dû rester 10 ans là-bas parce qu'il a été après condamné par contumace. Oui, contumace, c'est pas seulement maintenant. Et après, les autres, on les a torturés. Je ne vous dis pas, ça, c'est pas aller à la digue, on vous pose des questions. C'était, on vous électrocutait les parties génitales et les gars ont fini par craquer, ils ont parlé. Et c'est là où on a arrêté un à un. On t'arrête, on te torture, tu dis le nom de quelqu'un, etc., etc. Et on a pratiquement décapité notre mouvement, c'était en 1975. Landing Savané, qui était le secrétaire général, était à l'époque en mission au Pakistan,
avec les Samir Amin et tout ça dans un séminaire. Quand les choses sont passées, on l'a informé, il a dit je rentre. Parce que si on arrête mes camarades, moi je ne reste pas. Il est rentré et on l'a arrêté à l'aéroport. J'étais avec mon fils qui est là tout à l'heure que je présentais. Il avait 2 ans. Il va pour courir vers son père, on l'a arrêté. Pendant 8 jours, je ne savais pas où il était. Donc moi maintenant, quand on parle de maintenant, on croit que c'est Dieu. Non, à l'époque, tu ne pouvais pas savoir que tu n'avais pas de radio à qui parler. Il y avait une radio, la RTS, il y avait un journal Le Soleil et il y avait un journal, une télévision. Au départ, il n'y avait même pas de télévision. Parce que la télévision est venue en 74. Moi, je vous parle de 70, 71, 73. Oui. Donc, voilà les conditions dans lesquelles on a eu à lutter. Mais notre lutte se voulait juste parce qu'on pensait qu'il était anormal qu'un pays comme le Sénégal, où le président était un agrégé de grammaire, un intellectuel de grande envergure, qui voulait intégrer l'international socialiste, était incapable d'accepter la liberté d'expression. Parce que ce qu'on demandait, ce n'était pas autre chose. Pouvoir publier des articles, pouvoir, comme tout le monde, nous exprimer. Et il a fallu qu'on s'organise dans la clandestinité pendant toutes ces années, jusqu'en 82, quand il y a eu la libéralisation des partis. Mais entre-temps, on a arrêté des gens pour complot à la sûreté de l'État. Landing a eu 2 ans, les autres ont eu 1 an. Et c'est quand ils ont voulu créer une ouverture avec la création des 4 courants politiques, et dont Maître Wade, que Senghor a envoyé des émissaires pour négocier, pour que nous, on soit le 4e courant extrême gauche. On a refusé parce qu'on estimait qu'à l'époque, le président Mamadou Dia était encore en prison et qu'il fallait libérer tous les détenus politiques pour que nous, on puisse accepter. Vous revenez sur l'objectif de ces retrouvailles. C'est bien un peu, on comprend l'historique. C'est ça, aussi l'importance de la rencontre. Et c'est tout ça, aujourd'hui, on est là, parce que ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans, et on se rend compte que nous avons un âge certain, pour ne pas dire avancé, et il faut transmettre aux jeunes générations l'expérience qu'on a eue. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde la scène politique, les jeunes sont dans le mouvement politique. Je ne peux pas dire qu'ils sont engagés politiquement ni idéologiquement, parce que nous, on avait une formation. Ce n'était pas n'importe qui pouvait rentrer, parce que pour rentrer dans un parti clandestin, il fallait comprendre un minimum et surtout accepter la discipline où tu te caches quand tu sors de chez toi, tu dois faire le tour de combien de quais avant d'arriver à ton lieu de rendez-vous, parce que la police nous suivait. La police essayait de savoir qui nous étions. Moi, je travaillais pour une revue. J'étais rédactrice en chef d'une revue qui s'appelait Famille et Développement. Et j'étais publiée dans 24 pays africains francophones. Mais ils venaient tous les 2-3 semaines, ils venaient dans mon bureau, fouiller, etc. Ils m'ont arrêté plusieurs fois, alors que c'était une organisation internationale, pour aller au commissariat de police. À l'époque, la DIC là, se trouvait en haut du commissariat central. Ils me gardaient pendant 2 heures, de nuit. La nuit, on m'emmenait avec les prostituées, sans me dire exactement ce qu'on me reprochait. Ils ne pouvaient rien me reprocher, ils n'ont pas trouvé. Ils venaient chez nous, ils fouillaient les livres, les cahiers, les plein de livres, pour essayer de trouver quelque chose qui les oriente vers le journal clandestin qu'on publie, etc., etc. Pour mon travail, je vous dis seulement les formes de répression. À un moment, ils ont confisqué mon passeport. Et je peux dire, je fais partie des femmes qui ont permis qu'on autorise les femmes à voyager sans l'autorisation de leur mari. Parce qu'à l'époque, une femme ne pouvait pas quitter le territoire national sans l'autorisation du mari. Quand ils ont arrêté Landing Savané, mon mari qui était en prison, moi je dois effectuer des missions de professionnels. J'ai été voir Jean Collin, qui était ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit, vous mettez mon mari en prison, vous voulez me couper la gorge, ça veut dire que je ne peux plus travailler, je ne peux plus m'occuper de ma famille, etc. Il m'a dit non, c'est le président Senghor. J'ai dit oui, mais comment on peut prendre mon passeport? Je dois voyager, je dois faire ceci, etc. Et surtout, comment je vais obtenir l'autorisation de mon mari? Et c'est comme ça, pour la première fois, ils ont autorisé une femme à voyager sans la signature. Et par la suite, ça a été une revendication des femmes. On nous a permis maintenant, les femmes voyagent normalement, sans qu'on demande l'autorisation du mari. Donc, on a eu toutes ces contraintes-là qui faisaient que la rigueur
la discipline, le sens de l'organisation était tel que seuls peu avaient accès. Mais on avait des mouvements de masse, hein, les ASC que vous voyez là. On a été très actifs, sinon on a créé des ASC dans la plupart des communes telles qu'elles existaient. Le mouvement Sport et Progrès, avec beaucoup de militants du sport, comme Joe Diop, etc., qui étaient là. Les femmes ont créé des associations de femmes dans les quartiers, ils faire des débats, des thé-débats, etc., etc. Donc c'était toute une période où, parce qu'il n'y avait pas l'accès à l'information, les libertés qu'il fallait, on était obligé de trouver des moyens. Et c'est cette pression qui a amené Senghor d'abord à l'ouverture démocratique, puis ensuite Abdou Diouf à l'ouverture totale, qui a permis qu'on est devenu un parti légal à partir de 82. Voilà un peu l'histoire de Andy Diouf, mais ça a été de 69 à 82, des difficultés, des tortures, des séjours de prison, des gens ont fui pour aller dans les pays environnants, etc., etc. Et dans le même temps, on a soutenu malgré tout beaucoup de camarades des autres pays d'Afrique, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso. C'est comme ça que nous avons eu des liens avec le président, le capitaine Thomas Sankara, qui était un ami personnel, à qui j'ai parlé jusqu'à 2 jours avant sa mort. Il m'a appelé pour me dire qu'il y avait des difficultés et tout ça. Grâce à lui, on a pu lui donner un prix avec l'association Yewi Yewi pour la libération des femmes. Il nous a invités au Burkina, le capitaine Jerry Rawlings, autant de gens qui sont passés, Alpha Omar Konaré qui a été président du Mali. Tout ça, c'est des gens que nous avons aidés ici au Sénégal parce qu'on les a recueillis au moment où la répression était trop forte parce que dans leur pays, c'était des régimes militaires. Ok, quelle est la position de Andy Diouf par rapport à la situation actuelle du pays? Nous, on est ici dans le mémorial. Il faut que vous acceptiez que ce pays a une histoire. On ne peut pas toujours parler d'aujourd'hui. Pour comprendre aujourd'hui justement pourquoi il y a une telle confusion politique, c'est parce qu'on ne parle jamais du passé. Andy Diouf est dans un processus de lutte et de lutte continue pour un idéal de gauche, on l'a répété depuis ce matin. On croit en certaines valeurs. Et notre lutte première aujourd'hui, c'est de faire une relation intergénérationnelle. Faire en sorte que les jeunes connaissent mieux l'histoire politique du Sénégal et comprennent les raisons des choix qu'ils doivent faire. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que beaucoup de jeunes sont plus mus par le buzz, par une espèce d'activisme qui se fait, et surtout du populisme, qui fait qu'on ne pose pas les vrais problèmes. Les problèmes, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quel avenir on va offrir au Sénégal. Et ça, ce n'est pas parce qu'on fait, comment dire, des déclarations péremptoires qu'on va y arriver. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de transmettre nos connaissances, de transmettre l'expérience politique pour que chaque jeune Sénégalais sache comment choisir une référence, comment redonner un sens aux valeurs qui font qu'on est dans la politique. La politique, ce n'est pas une histoire de se lever parce que c'est la mode ou parce qu'on veut avoir une position. C'est une croyance fondamentale dans la transformation sociale. Et nous, notre objectif, c'est encore transformer socialement ce pays qui en a besoin. Parce que lorsqu'on voit des jeunes qui te disent, bon, qui n'ont pas d'autre chose que de prendre un bateau pour risquer leur vie, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de réponse. Et ces réponses-là, ce n'est pas les petits projets, non. C'est une refonte totale de l'économie. Parce que l'économie a été basée sur ce qu'on appelait une économie coloniale. Elle n'a pas fondamentalement changé. On travaille pour une minorité de la population. Mais on ne pense jamais que l'extrême majorité, chacun a besoin, que ce soit en zone rurale, que ce soit en ville, et surtout en ville où on a des quartiers, des banlieues, où la chose est encore beaucoup plus complexe parce que le chômage des jeunes a atteint un niveau inacceptable. Pas seulement les chiffres officiels, mais si on regarde, dans chaque maison, il y a au moins 1 ou 2 jeunes qui chôment et qui ont des petits boulots. Ok, souhaitez-vous une élection inclusive, libre et transparente? Moi, je souhaite une élection libre et transparente. L'inclusivité, ça ne veut rien dire. Dans chaque pays, il y a des lois et il y a des règlements. Les lois et les règlements, on doit les suivre et à ce moment-là, on peut dire qu'on peut participer. Il y a des critères. Ces critères, tout le monde les a acceptés depuis des années. On s'est battu depuis 1992 pour qu'il y ait un code électoral consensus. Vous
ne vous réalisez pas ce que ça a pris pour arriver à ce code électoral. Maintenant, tout le monde va voter. On ne peut plus dire qu'il n'y ait plus de transparence parce qu'on a les résultats au fur et à mesure. Mais il faut que chacun suive les lois et les règlements de ce pays. Fondamentalement, nous, c'est ça qu'on croit.